Bonjour à tous, avant de se lancer, petite question, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vous en prie, je vous propose de répondre dans le chat. Impeccable. Déjà ravi de pouvoir lancer ce nouveau live France DevOps. Ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas vu. Et là, on a décidé de relancer un peu la dynamique. Et donc, c'est plutôt cool qu'on puisse avoir ce nouveau webinaire aujourd'hui. En termes d'organisation, avant de se lancer dans la presse, vous avez donc en bas à droite le chat si vous voulez échanger quelques messages pendant la présentation. Et il y a aussi un petit onglet questions qu'on essaiera de parcourir au fur et à mesure de la presse. Et pour certaines, on les reprendra à la fin s'il y a des questions un peu plus structurelles. Aujourd'hui, donc, on accueille Fabien et Alexandre, deux super ingénieurs de chez VMware, qui vont nous expliquer comment développer et déployer une app cloud native, comme ils disent, sans avoir à se taper 50 heures de vidéo, de façon très simple, j'imagine. Fabien, Alexandre, je vous laisse la parole si vous voulez vous présenter avant de vous lancer rapidement sur le talk. Ça marche. Écoutez, bonjour à tous. Je suis Alexandre Roman. Je travaille chez VMware Tanzu en avant-vente spécialiste autour des technologies Tanzu qui vont tourner autour de Kubernetes, la modernisation des applications. Chez Tanzu, on va retrouver des bases de données, Postgres, MariaDB. On va retrouver du Spring Boot également. Spring et Spring Boot, c'est des choses qui sont faites chez VMware. Et donc, je travaille en avant-vente avec mon collègue Fabien qui m'accompagne aujourd'hui. Ouais, et ouais, tout pareil, hein, ingénieur avant-vente sur le portfolio Tanzu. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci de nous accueillir, France DevOps. Effectivement, aujourd'hui, on se donne un enjeu, c'est de vous donner la possibilité, à vous, DevOps, de pouvoir mettre à disposition d'équipes de développeurs une plateforme pour pouvoir déployer sur Kubernetes sans avoir à suivre 50 heures de vidéo. Alors, c'est probablement cette dernière heure qui vous suffira pour en tout cas vous mettre le pied à l'étrier, on l'espère. On va parcourir en un peu moins d'une heure un ensemble de technologies open source que vous pouvez utiliser pour justement apporter une expérience développeur qui soit un peu meilleure sur Kubernetes. Et on aura l'occasion au fur et à mesure de faire tourner des démos live au fur et à mesure qu'on avance. Très bien. Écoutez, aujourd'hui, vous avez déployé votre Kubernetes, votre cluster Kubernetes. Bravo, félicitations. Le truc, c'est qu'en fait, c'est que le début des problèmes. Lorsque vous avez déployé Kubernetes, vous n'avez fait que la première partie en fait d'une longue aventure. Kubernetes en tant que tel, ça va être compliqué pour un développeur. On va pas se mentir. Le développeur, d'ailleurs, la question qui va se poser, ok, vous avez ce cluster Kubernetes, mais maintenant j'en fais quoi? Justement, prenons un exemple. Prenons l'exemple de Bob, notre développeur Java qui souhaite déployer une application sur Kubernetes. Il a son application, il sait à peu près comment s'y prendre pour la développer. Il développe ça sur sa machine. Et ça y est, il a quelque chose qui peut déployer. Donc, allons-y, déployons l'application sur Kubernetes. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En fait, hein. Le chemin qui doit amener votre application juste en production va être semé d'embûches, beaucoup de challenges. Imaginez notre Bob, notre développeur Java. Alors, je ne fais pas de fixette sur la partie Java, bien sûr. Ça va être valable quel que soit le framework. Bien entendu, vous aurez compris. Mais le développeur qui souhaite déployer son application va devoir créer une image. Oui, parce que comme vous le savez, quand on déploie sur Kubernetes, on déploie des containers. En réalité, on déploie des pods qui font référence à des containers qui, derrière, vont nous permettre d'orchestrer et d'exécuter des images. Donc, il va bien falloir qu'on se frotte à l'écriture de Dockerfile, structure plus ou moins obscure. Vous en avez ici un exemple à l'écran. Il y a 1000 et une façons d'écrire un Dockerfile. On aura l'occasion de revenir là-dessus avec Fabien dans quelques minutes pour étudier plus en détail tous les challenges qu'il y a autour de ça. Donc, imaginons que vous avez réussi à créer votre conteneur, mais en fait, ça ne suffit pas. Parce que si vous déployez votre application Kubernetes, vous le savez, Kubernetes, c'est un monde
de YAML, des kilomètres de fichiers YAML qui vont permettre de définir comment vous déployez votre application. Vous allez devoir, en tant que développeur, prendre la main sur des objets de déploiement pour pouvoir déployer des pods, comprendre ce que c'est qu'un pod, et puis après derrière, éventuellement, vous frotter à des persistants de volume, à des ingress, bref, tout un tas de notions plus ou moins obscures qui, du point de vue du développeur que nous sommes, risquent peut-être de rendre la tâche un petit peu plus difficile. Et c'est un petit peu ce qu'on voulait mettre en avant en introduction pour cette présentation. C'est pas parce que vous êtes développeur sur des technologies modernes que vous allez pouvoir déployer rapidement des applications sur Kubernetes. Tenons compte de tous les enjeux, toutes les difficultés qu'il y a autour de ça. On peut parler de la sécurité, on peut parler de la bonne pratique, on peut parler des performances. Il y a tout un tas de choses qu'il faut maîtriser pour déployer une application sur un environnement Kubernetes. Et c'est précisément le but qu'on s'est fixé sur cette session, c'est de vous présenter quelques technologies qui vont vous permettre d'augmenter votre plateforme Kubernetes avec des services additionnels. C'est bien l'enjeu, en fait. Si on reprend des bonnes paroles de Kelsey Hightower, qui est développeur advocate chez Google, un personne bien reconnue dans l'écosystème et dans l'industrie Kubernetes. En 2019, qu'est-ce qu'il disait ? Kubernetes, c'est une plateforme pour construire des plateformes. Donc c'est bien ça l'idée, c'est que vous, en qualité DevOps, le but du jeu, c'est pas simplement de déployer une plateforme Kubernetes, mais c'est bien par-dessus cette plateforme de la personnaliser et d'amener tous les outils et services nécessaires qui font sens dans votre organisation, dans votre BU, avec comme objectif de simplifier derrière la vie des développeurs. Le but ultime, c'est quand même d'arriver à déployer des applications sur Kubernetes sans qu'on ait à se frotter à Kubernetes. Et on verra qu'il y a quelques technologies qui peuvent nous aider en ce sens aujourd'hui. La première d'entre elles va concerner la construction des images. Et je passe la main à Fabien qui va nous détailler quelques idées autour de ce sujet-là. Ouais, merci Alex. Tac, tac. Ok. Ça doit être bon. Alex, c'est tout bon? Ça charge, c'est bon. Ok. Ouais, donc la première chose dont on voulait discuter avec vous aujourd'hui, c'était en effet la construction des images. Donc une des choses qui change dans l'univers des conteneurs, c'est qu'on va plus construire un binaire type jar, var, zip, mais une image. Cette image, on va la prendre, on va la déployer dans une registry, et ensuite on la récupérera pour la déployer dans Docker ou dans un orchestrateur de conteneurs, ici par exemple dans Kubernetes. Donc une manière très commune aujourd'hui de construire cette image, c'est de s'appuyer sur des Dockerfiles. Donc l'idée, c'est qu'on va décrire dans un fichier comment construire notre image de conteneur. Généralement, cette tâche, elle incombe au développeur. Là, vous en avez un exemple. Et à première vue, on se dit que ça n'a rien de bien sorcier. On va pouvoir faire un bon gros copier-coller comme on fait d'habitude et que ça va bien se passer. La réalité, c'est que comme dans toute technologie, il y a un ensemble de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Là, c'est pour l'illustrer, mais ici, on va introduire la notion de layer pour ne pas avoir téléchargé des images à chaque fois et pas tout reconstruire à chaque fois qu'on fait un update sur notre image. Il y a aussi des questions autour du choix de l'image de base. Donc l'image de base, ça veut dire quoi ? Ça veut dire choisir l'OS sur lequel on va faire tourner notre application, mais ça veut aussi dire les runtime. Donc si on reparle Java, ça veut dire JDK, JRE, celui d'Oracle, celui d'OpenJDK, de Microsoft, dans quelle version, etc. Aujourd'hui, là, si vous faites une recherche sur le terme OpenJDK dans Docker Hub, vous aurez plus de 7000 images disponibles. Donc comment on fait pour la choisir ? Est-ce qu'on peut réellement faire confiance à ces images ? Est-ce qu'on crée nos images from scratch ou est-ce qu'on en prend une sur le hub ? Donc tout ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser quand on commence à créer notre Dockerfile. Et la dernière chose, c'est qu'il va aussi falloir gérer les aspects autour de la sécurité. Donc un petit détail, mais faire en sorte que nos applications ne tournent pas en mode root, par exemple. Là, c'est le D0, là, c'est faire mon Dockerfile, mais il n'y a pas que ça à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi le maintenir dans le temps. Dans la philosophie, en tout cas dans l'écosystème des conteneurs, ce qu'on fait quand on travaille avec des images Docker, c'est qu'on travaille avec différentes images, un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire qu'on va construire une image de base sur laquelle on va mettre notre OS. Ensuite, on va hériter de cette image et on va y rajouter nos runtime, donc un JDK, une JRE. Et enfin, on va reconstruire une image en reprenant ce from sur lequel on va déployer notre application.
Donc, imaginons maintenant qu'on ait une faille tout en bas, là, sur notre image de base, OpenSSL, quelque chose dont on se moque pas mal en tant que dev, mais qui peut avoir des répercussions assez dramatiques sur notre prod. La solution avec les Dockerfiles, c'est qu'on va mettre à jour cette image, on va la reconstruire, et puis on va reconstruire les suivantes, les unes à la suite des autres. Donc, quand on a 3 applications avec des équipes qui sont en place pour faire ces mises à jour, on se dit « Ok, ça se gère, on va y arriver ». Maintenant, on imagine qu'on ait une stratégie microservice, qu'on ait 500 applications. Là, on sent que déjà, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué. Si on se projette et on se dit qu'on n'a pas, ou qu'on a loupé, qu'on a eu un gros turnover, qu'on a des équipes qui sont plus en place parce qu'on les a démobilisées, remobilisées ailleurs, qu'on n'a plus personne pour s'occuper de nos Dockerfiles, et même qu'on n'a pas d'inventaire précis sur ce qui tourne dans notre SI, là, concrètement, on sent que vraiment ça va piquer. Au-delà de la composante technique, ça amène aussi des réflexions plus larges, je pense en tout cas. Jusqu'ici, les questions autour de l'OS, sur lequel tournent les applications, les runtime, est-ce que je prends un JDK, un JRE, dans quelle version, tout ça, c'était délégué aux équipes d'Ops. C'était leur responsabilité de les mettre en place et de gérer leur cycle de vie. Et de la même manière, c'était eux qui s'assuraient qu'on ne faisait pas tourner notre application en mode route. Donc ça pouvait donner lieu à des situations de ce type-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est commit strip. À gauche, on a le dev, à droite, on a l'ops. Et donc là, on voit que le dev n'est pas très content parce que l'ops ne lui a pas installé la bonne version de PHP. À l'inverse, avec les Dockerfiles, on est en train de viser ça. Il y a eu un énorme shift left. On a délégué énormément de responsabilités côté dev. Moi, je viens du monde du dev, j'ai travaillé en ESN chez le client final, et j'ai une conviction, c'est que je pense franchement pas que ce soit à l'équipe de dev de porter l'intégralité de cette responsabilité, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'en a pas forcément les compétences, mais je pense que le plus important, c'est surtout qu'on n'en a pas forcément l'envie. D'un point de vue de dev, crafter un Dockerfile, ça n'apporte pas énormément de valeur business, c'est un peu uniquement de la plomberie. Et à l'inverse, si jamais je me place du point de vue des ops, je ne suis pas non plus certain qu'on ait envie de perdre toute maîtrise sur ce qui tourne dans nos environnements de prod et qu'on soit totalement dépendant de la disponibilité d'une équipe de dev pour patcher une faille critique sur un JDK, par exemple. Donc là, ce qu'on se dit, c'est qu'en gros, avec les Dockerfiles, on a des sujets sensibles, voire critiques à adresser, et avec des périmètres de responsabilité qui s'entremêlent et qui ne sont plus forcément très, très clairs. Voilà pour l'intro. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est améliorer ça. Et pour ça, on voudrait mettre en place quelque chose qui va le gérer pour nous. Donc, pour ça, on vous propose de nous appuyer sur les Cloud Native Build Pack. Donc, c'est une spécification CNCF, donc Cloud Native Computing Foundation. Donc, ça veut dire que c'est un standard totalement open source. Et l'objectif des Cloud Native Build Pack, il est assez clair, c'est transformer notre code source en une image qui puisse tourner sur n'importe quel cloud. Donc, on l'a vu, on a notre code source, on a notre registry, peu importe ce que c'est, la registry, Docker, du JFrog, peu importe. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est transformer notre code source en une image qui puisse tourner n'importe où. Donc, depuis le début, avec Alex, on a un petit penchant pour Java, mais en réalité, cette technologie, ça va fonctionner aussi bien avec du Java que du Node, du Python, du .NET, donc c'est cross-langage. Et la promesse des Cloud Native Build Pack, c'est que ça va construire cette image sans qu'on ait à décrire comment réaliser la transformation. Ça va la construire à l'état de l'art en intégrant toutes les bonnes pratiques qui soient conformes aux standards de l'open source, que la construction soit consistante, donc qu'on la construise une fois, 2 fois, N fois, et quelle que soit la plateforme, on ait toujours le même résultat, que ce soit modulaire, qu'on puisse réutiliser nos briques de construction sur différents projets, qu'on ait de la traçabilité, donc que ce ne soit pas une boîte noire, mais qu'on sache bien ce qui a été utilisé pour construire notre image. Et le truc assez important, c'est aussi qu'on sache la maintenir dans le temps. Donc pour ça, on va avoir besoin de 3 choses. On va avoir besoin d'une plateforme, ici, qui va réaliser la construction de l'image. On va avoir besoin de build pack. Donc ça, ce sont des petits composants modulaires qui vont contribuer à la construction de notre image. Et puis enfin, on va avoir besoin d'une image de base sur laquelle on va construire notre image de conteneur. Donc, c'est fini pour l'intro. Je vous propose maintenant de passer à une petite démo. Donc, pour faire ça, j'ai préparé un fichier. Hop. Je vais faire ça. J'ai juste... Je fais ça après. Hop. Donc, comment on va faire pour construire une image? Donc là, je fais une démonstration. L'idée, c'est qu'on va aller récupérer notre code source ici. Hop. Donc ça, j'ai préparé une application. Hop. C'est une application, en l'occurrence Spring Boot.
dans laquelle ce qui est important de noter, donc qui est tout ce qui est de plus classique, la grosse différence, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas de Dockerfile dans cette image. Donc, l'idée, c'est qu'on va demander à avoir uniquement les informations où aller récupérer mon code source. On peut passer quelques variables d'environnement. Là, on va dire que, par exemple, on veut le construire sur une version de Java 17. Et on va dire à quel endroit pousser notre image. Donc là, pour gagner du temps, j'ai déjà appliqué cette CRD dans mon cluster. Je vous le remontre. Il nous dit que ça n'a pas changé. Et on va voir ce qui s'est passé. Tac. Donc là, on va regarder les logs de construction de cette image. Et donc là, derrière, c'est les Cloud Native Build Pack qui vont travailler et qui vont réaliser la construction pour nous. Donc il y a différentes étapes. La première phase de préparation, bon, ça va récupérer notre code source, nos variables d'environnement. Une phase pendant laquelle ça va aller récupérer des métadatas, des informations pour accélérer le build si on en a déjà fait précédemment. Et l'étape importante, elle est là, une phase de détection. Donc là, ça va regarder. Là, en l'occurrence, ça nous dit que ça va étudier 25 build packs. Donc, il y a 25 éléments qui vont être étudiés les uns à la suite des autres et sur lesquels on va faire une espèce de pattern matching sur notre code. On va dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a tel élément dans mon code? Si oui, alors je vais considérer que ce build pack doit être utilisé et va participer à la construction de mon image. Donc là, ce qu'on voit dans cette image, c'est qu'il a identifié qu'il y en avait 10 sur les 25 étudiés qui devaient contribuer à la construction. Donc, il a trouvé que c'était une application Maven, il a trouvé que c'était une application Spring Boot, qui voulait le déployer sous forme de zip, qui a un JDK, etc. Derrière, on ne retélécharge pas Internet à chaque fois, on va bénéficier des notions de cache, etc. Et ensuite, l'étape de build dans laquelle les build packs vont exécuter de manière successive les différents build packs les uns à la suite des autres. Donc, bon, là, des certificats, ensuite mon JDK, etc. Ce qui est important de noter, c'est que vous voyez qu'il y a des paramètres à chaque fois. Donc, on a un build pack, on a une manière de construire notre image, mais elle reste évidemment configurable. Si je ne veux pas avoir un JRE mais une JDK, je vais pouvoir le spécifier. J'ai ma fameuse version que je vais pouvoir spécifier. On va exécuter ces différents build packs, et à la fin, on va pousser notre image dans la registry. Tac. Ce qu'on voulait vous montrer, bon, je vous montre juste, on pourrait faire tout un talk dédié sur ça, mais en gros, il y a beaucoup de traçabilité qui va dire ce que j'ai utilisé, la software bill of material, tout ce qui a été utilisé pour construire mon image. Maintenant, ce qu'on voulait vous montrer, c'est, OK, là, je voulais vous montrer pour Java, quelle serait la différence si je voulais faire du Node? Bah, si je voulais faire du Node, vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas de différence. J'ai encore une fois pointé vers mon URL Git, j'applique mon image, j'applique ma CRD, pardon. À chaque fois, j'oublie mon copier-coller. Et si on regarde les builds, le log, ce qui va se passer, c'est que désormais, bah, il va simplement trouver qu'il y a d'autres build packs qui participent et on va construire une application Node. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on va regarder ma liste des builds et les fameux D2 là. Donc, comment je maintiens mes images. Donc là, on voit que j'ai 3 images qui ont été construites, mon application Java, mon application Node et une 3e. Et donc là, imaginons qu'on ait une nouvelle version de mon image de base qui a été publiée. Ce que je vais faire, moi, en tant qu'opérateur de plateforme, eh ben, je vais simplement dire, bah, patch-moi le cluster builder qui avait été référencé dans ma CRD, on disait qu'on voulait utiliser celui par défaut, et utilise la nouvelle stack qui vient d'être publiée. Donc là, c'est moi ou la plateforme en mode automatique, peu importe, mais en tout cas, je ne repasse pas aux équipes de dev pour leur demander de faire quoi que ce soit. Je patch mes éléments de construction de mon image. De construction, ouais. Et donc là, ce qui va se passer, hop, si on redemande à mes build packs, on voit qu'on a donc désormais 6 images, que l'intégralité de mes images qui avaient été construites avec ce cluster builder ont été patchées parce qu'il y a eu une mise à jour de la stack qui a été réalisée. Donc là, ce qui se passe après dans votre CI, dans votre continuous deployment, c'est la chaîne classique, mais ce qui s'est passé là, c'est qu'il a été publié une nouvelle version de votre image. Hop. Qu'est-ce qu'on vient de faire là, en réalité, on n'a pas du tout réinventé la roue, on ne change rien à la chaîne au principe, on reste dans les standards, on a toujours la souplesse des conteneurs, et ce qu'on fait, c'est qu'on propose une stratégie gagnant-gagnant. Côté dev, on n'a plus à écrire de Dockerfile. Côté Ops, on reprend un peu de gouvernance, ça améliore un peu notre posture en termes de sécurité, notre capacité à maintenir les conteneurs dans le temps.
Et ce qui est important de noter, c'est que tout ça, maintenant, on sait le faire à l'échelle. La plateforme gère pour nous la construction et le maintien dans le temps. Et maintenant, je vais repasser la main à Alex. Yes. Hop. Merci Fabien. Bon, super techno, hein, buildpacks.io. Vous avez compris, hein, ça s'installe sur n'importe quel cluster. Ça vous permet en gros de ne plus avoir à écrire de Dockerfile, si je devais résumer. Rien que pour ça, déjà, je salue l'exploit. On va causer d'autres choses maintenant. Très bien, on a notre container qui était construit. On va imaginer que on est sur le point de déployer l'application sur notre cluster Kubernetes favori. Mais une application a de grandes chances, si on fait un back-end, qu'elle ait besoin de se connecter à une base de données, à un Kafka, Rabbit, etc. Et donc là, ce qu'on va essayer d'adresser dans cette section-là, c'est comment est-ce qu'on arrive à connecter de manière sécurisée nos applications à des services. Et là, en fait, il y a deux points de vue à prendre en compte. Il y a les attentes des développeurs. Les développeurs, lui, c'est finalement assez simple. J'ai mon application Java, je veux qu'elle se connecte à ma base de données Postgres. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est finalement à réussir à faire ce que j'arrive à faire sur ma machine. La réalité, c'est quoi? Quand on commence à travailler avec Kubernetes, c'est en réalité, il va falloir prendre en compte les spécificités par rapport à Kubernetes pour pouvoir insérer au bon endroit, selon le framework que j'utilise, les informations dont j'ai besoin pour pouvoir me connecter à ma fameuse base de données. Alors, il y a différentes manières. Comme toujours avec Kubernetes, il y a mille façons de réaliser et d'implémenter des mécanismes. Vous pouvez passer par des variables d'environnement. Je pense que les gars de la Sécu vont être contents d'apprendre quand ils verront que les mots de passe d'accès pour la base de données en production sont accessibles en variable d'environnement sur chaque pod. Vous pouvez passer par des secrets Kubernetes. C'est déjà un peu mieux pour stocker ces informations sensibles et ensuite monter ces secrets dans le file system du container. Et ensuite, le but du jeu, c'est d'arriver à faire un point de montage qui soit en phase avec l'application. Donc, si vous utilisez du Spring Boot, vous allez avoir un certain formalisme. Vous allez probablement utiliser des fichiers type application properties, application YAML, avec une certaine nomenclature. Bref, des choses qui dépendent spécifiquement de votre langage, de votre framework. Si vous passez sur autre chose que Spring et Spring Boot, il faudra parier que le contenu du fichier sera fondamentalement différent. Et puis quand on a fait ça pour un environnement, en fait, c'est que le début des problèmes, parce que là, ça marche dans un environnement de développement. Il y a fort à parier, et j'espère pour vous, que le mot de passe de la base de données en production, c'est pas le même que la base de données, que le mot de passe de la base de données en phase de dev, et que vous n'avez pas un accès au route sur vos bases de données. Donc probablement que vous allez devoir créer différentes versions de ces secrets Kubernetes pour pouvoir tenir compte des différences entre les différents environnements. Là-dessus, on peut utiliser des overlays, on peut utiliser le bon vieux copier-coller. Bref, le développeur, et dans sa manière de déployer les applications, doit prendre en compte ces différents environnements. Et puis, in fine, en fait, si on se pose les questions de base, est-ce que c'est finalement au développeur de savoir quel est le mot de passe de cette fameuse base de données? La question mérite d'être posée, d'autant plus d'un point de vue sécurité ou d'un point de vue opérateur de base de données. Vous n'avez peut-être pas envie que les mots de passe comme ça se trimballent d'un environnement à un autre. Bref, vous avez compris, il y a probablement quelque chose de mieux à proposer par rapport à tout ça. La solution qu'on vous propose de regarder aujourd'hui, c'est Service Binding. Service Binding for Kubernetes, c'est une spécification qui est poussée par un certain nombre d'acteurs dans l'industrie. Et le but du jeu, en fait, à travers cette spec, c'est d'apporter un peu de cohérence et essayer de mettre tout le monde d'accord sur comment est-ce qu'on arrive à connecter nos applications à nos services. Et on va voir pour cela qu'il y a différentes choses qui vont nous simplifier la vie selon qu'on soit développeur, opérateur de plateforme, etc., etc. Le développeur, lui, qu'est-ce qu'il veut? In fine, ce qu'il veut, lui, c'est se concentrer sur son code source. Dans l'absolu, dans la situation idéale,
ce qu'il aimerait faire, c'est déclarer son intention, déclarer son besoin. J'ai besoin de me connecter à une base de données, Postgres, pour cette application. Tout le reste derrière, l'URL de connexion à ma base de données, le login, le mot de passe, éventuellement les certificats nécessaires. Est-ce que la base de données est déployée en mode container, en mode VM, en mode service manager? Le développeur, lui, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qu'il veut, c'est simplement arriver à connecter son application à son service. C'est ça qu'on veut viser, en tout cas que le développeur aspire et espère obtenir de sa plateforme. Derrière, avec Service Binding, on peut imaginer un opérateur de service, quelqu'un, une équipe responsable de maintenir un catalogue de services au sein de votre organisation, département. On peut imaginer comme ça que vous allez normaliser les services disponibles. Bon, chez moi, dans mon département, on fait que du Postgres parce qu'on a acquis de la compétence par rapport à cette base de données et on met ce service-là à disposition de nos équipes de développement. Et c'est probablement les personnes les mieux placées pour gérer ces bases de données et gérer le cycle de vie de ces bases de données. Alors, ça inclut la gestion des secrets, mais c'est aussi les mises à jour, les backups, la haute disponibilité. Vous imaginez bien que le développeur Java ne va pas s'improviser database admin sur Postgres, sur Oracle, sur MongoDB, etc. etc. C'est un vrai métier, DB admin. Et donc, Service Binding, ce qui met en avant, c'est aussi une certaine forme de spécialisation, en tout cas, rendre possible le fait que des gens puissent se rendre experts sur certaines technologies. Bien entendu, derrière, on va déployer nos services sur une plateforme. Le rôle de l'opérateur de plateforme, ça va être, en s'appuyant sur ces technologies-là, que les services puissent être consommés selon différentes manières de déploiement qu'on va voir dans un instant. Justement, qu'est-ce qui se passe quand on va mettre en œuvre ce genre de choses? L'opérateur de service, lui, il est là pour gérer le cycle de vie de notre base de données. Donc, imaginez derrière qu'on ait besoin de provisionner une base de données. Bon, eh bien, on va provisionner un MariaDB ou un Postgres. Sur l'environnement de développement, eh bien, on va choisir, par exemple, d'utiliser un container. On va, par exemple, s'appuyer sur Bitnami, pourquoi pas, le Unchart Bitnami pour instancier un MySQL. Sur un environnement de développement, ça se tient. Derrière, peut-être que sur des phases des environnements de qualification ou production, vous allez utiliser d'autres manières de déployer votre base de données. Peut-être qu'à la fin, en production, ce ne sera pas du tout un conteneur parce que c'est compliqué de gérer des conteneurs sur Kubernetes et que vous allez faire une bonne vieille VM, voire un service managé par votre cloud provider. Ce qui est important à l'issue de ce processus, c'est que vous mettiez à disposition des développeurs un format de fichier, le fameux service binding, qui va nous permettre en fait de préciser les éléments qui vont nous permettre de nous connecter à notre base de données. Donc là, en l'occurrence, pour notre base de données MySQL, je vais pouvoir, ici, dans quelque chose qui est normé, qui est spécifié dans le service binding, les informations de connexion. Si j'utilise derrière une base de données Postgres, si j'utilise un autre service, quel que soit l'environnement dans lequel je me trouve, que ce soit en phase de développement, qualification ou production, le format de ce fichier sera sensiblement le même. On l'a vu tout à l'heure avec les build packs, ça amène, là où on amène de la standardisation, on est capable d'automatiser encore plus les processus. Et ça donne moins de surprises pour les développeurs qui, du coup, vont pouvoir se concentrer sur leur application et derrière vont être capables de dire bon, moi, mon application, je veux me connecter à tel service qui est mis à disposition par mon opérateur de service. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche aussi, c'est que Bitnami, puisqu'on parlait de Bitnami à l'instant, probablement que vous connaissez Bitnami et ce catalogue open source disponible, a récemment annoncé, on voit là ici le 20 avril dernier, le support de cette spécification service binding. Donc, ça veut dire que la prochaine fois que vous allez instancier un MariaDB ou un Postgres, par exemple, depuis Bitnami, depuis un chart géré par Bitnami, jetez un œil aux paramètres service binding qui va vous permettre de générer automatiquement un secret dans un format standard. Et si vous mettez en œuvre la spécification pour vos applications, ça va vous permettre de vous connecter directement et surtout pour le développeur d'avoir une certaine abstraction, pouvoir changer d'environnement à un autre sans avoir à revoir les fichiers de déploiement. Qu'est-ce qui se passe au runtime? Lorsqu'on déploie notre application, ce que vous voyez en orange, c'est des choses qu'on ne va pas avoir à gérer.
Donc, il va se passer ce qu'on appelle une workload projection. Ça veut dire qu'il y a un contrôleur, service binding, qui va se rendre compte qu'une application a besoin de se connecter à tel service. Et donc, il va faire le point de montage directement dans le conteneur en modifiant le fichier de déploiement, en venant y insérer les éléments nécessaires pour pouvoir s'y connecter et les placer dans un endroit attendu qui est défini dans la spec. Et on s'attend à ce que l'application vienne chercher toujours ces bindings, ces éléments de connexion au même endroit. Et ce faisant, on va standardiser la manière dont on se connecte à nos applications. Si vous utilisez Spring Boot, par exemple, vous avez Spring Cloud Bindings qui est disponible et qui va simplifier et automatiser cette extraction des informations pour pouvoir connecter. Vous avez également la même dans d'autres frameworks de développement modernes. En synthèse, ce qu'on peut attendre selon qu'on soit développeur, par exemple, eh bien, c'est qu'on n'ait plus à se soucier de l'implémentation du service. Imaginez que là, que le développeur, que l'on utilise un container, qu'on utilise une VM, qu'on utilise un service managé pour sa base de données, finalement, ça lui importe peu, du moment qu'il est capable, lui, de référencer une intention, un besoin de se connecter à un service. Ça, c'est important parce que ça veut dire que la même application, vous allez pouvoir la déployer, la traballer d'un environnement à un autre, d'un cloud provider à un autre, sans qu'on ait besoin de réécrire une partie de l'application, ni même de définir, de réécrire les fichiers de configuration Kubernetes. Pour l'opérateur de service, le niveau d'abstraction qui est proposé pour les développeurs va lui permettre en fait de gérer plus facilement à l'échelle ces services. Imaginez demain que vous ayez besoin de mettre à jour votre base de données, vous avez besoin de changer les éléments secrets, vous avez besoin de trimballer votre service d'une machine à une autre. Vous n'avez pas besoin d'informer les développeurs que de tels changements ont lieu parce que l'URL a changé ou parce que le mot de passe a changé. Service binding, avec le niveau d'abstraction qui est proposé ici, va vous permettre, en qualité d'opérateur de service, de gérer plus facilement le cycle de vie de vos services, de votre base de données, par exemple, et de pouvoir proposer une expérience qui soit la plus simple possible pour les développeurs. On peut switcher comme ça d'un service à un autre sans impact sur les applications existantes. Pour les opérateurs de service, cette abstraction qui est proposée sur l'ensemble de la chaîne va permettre de choisir la bonne manière de déployer, de consommer nos applications sur notre plateforme. Comme je le disais, en phase de développement, l'opérateur plateforme va peut-être privilégier l'utilisation de containers parce qu'on sait qu'un développeur, il a besoin de quelque chose d'instantané, il a besoin d'une base de données qu'il est capable de provisionner. En phase de développement, on va plutôt favoriser des conteneurs, alors qu'en production, on va peut-être favoriser des services managés ou des bases de données qu'on ne détruit pas à chaque fois qu'on déploie l'application. Pour terminer, pour conclure sur cette partie d'introduction sur service binding, notez que service binding, dans ses formes les plus évoluées, vous permet aussi de faire du provisionnement automatique de vos services. Ça, c'est quelque chose d'assez fou, en fait. C'est de se dire qu'en phase de développement, vous pouvez avoir une approche as a service si l'opérateur de service met en place un service binding jusqu'au bout. On peut imaginer qu'un développeur, la seule chose qu'il ait besoin de faire, c'est de manifester son intention de se connecter à une base de données PostgreSQL, par exemple. Et derrière, parce qu'on est sur un environnement de développement, la plateforme va réagir et va instancier automatiquement le chart Helm Postgres sans que le service opérateur ou le plateforme opérateur n'ait besoin d'intervenir. Et là, de manière dynamique, pouvoir connecter l'application à son service. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou quand on imagine aujourd'hui le travail attendu pour les développeurs sur Kubernetes. Petite partie démonstration pour vous donner un petit peu d'image par rapport à ce qu'on voit. Donc ça, c'est la spec. Je vous invite à regarder servicebinding.io pour avoir une idée de ce que ça représente. J'ai une petite application. On va faire deux choses. J'ai deux applications. La première, une application Spring Boot, excessivement simple. Elle me renvoie les variables d'environnement par rapport à mon pod. Cette application-là, elle est déployée sur ma plateforme. On va faire un petit refresh. Vous voyez ici les différentes variables d'environnement disponibles au niveau du conteneur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va retourner dans notre configuration. Vous avez ici la définition du service binding. Donc, concrètement, je dis que mon application qui est ici, Spring Boot Env, je veux la connecter à une base de données, un service
peu importe ce qu'il y a derrière. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, on va appliquer le fichier de configuration. Alors, vous voyez différents onglets, on va y passer dans un instant. Pour l'instant, regardez la partie onglet ici, avec mon fichier de déploiement. Haut à gauche, on va appliquer le service binding. Très bien. Et à partir de là, vous voyez quoi? Vous voyez un nouveau déploiement. En fait, c'est là qu'on voit la projection workload qui vient s'appliquer à chaud sur notre application. On va éditer le fichier de déploiement. Qui a été dynamiquement pris en compte. On va chercher binding. Et on voit en fait ici que le contrôleur, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. On est venu ici insérer directement dans le conteneur un certain nombre d'informations. On va rafraîchir notre conteneur et on va s'apercevoir de quoi? Qu'il y a une variable d'environnement qui a été positionnée. Service binding route / bindings. Très bien. Donc maintenant, ça veut dire que derrière ce chemin-là, on va ouvrir un shell. On va rentrer dans le workload, dans le pod. On va se balader et on va aller dans / bindings. Très bien, effectivement, le dossier existe. On regarde maintenant plus en détail, on va s'apercevoir qu'on a un dossier. Dossier, si on y va à l'intérieur, on va voir quoi? On va voir des fichiers qui correspondent à nos différentes variables d'environnement. Donc le but du jeu, c'est que Service Binding a été capable de monter dans le file system toutes les informations nécessaires. Si on affiche le host, on va voir ici, sans que mon application n'ait besoin de savoir où se connecter, on a ici un format standard pour récupérer les informations de connexion. Idem sur les parties, les autres paramètres qui sont nécessaires pour se connecter à notre application, comme vous pouvez le voir. Pour le développeur, lui, il n'a pas à se soucier de savoir où tournent les bases de données et comment on fait pour y accéder. Autre exemple, pour mettre en perspective l'intérêt de cette solution-là, j'ai une autre application. Cette fois-ci, alors pardon, on va basculer sur l'éditeur de code. Application qui s'appelle Emoji, c'est une application assez simple, vous allez le voir, qui permet de se connecter à du Redis ou du Postgres. Vous voyez ici qu'on va faire une bonne vieille requête select update sur notre base de données. Je vais passer assez vite là-dessus. Vous voyez ici, j'ai une autre manière de déclarer notre intention, ici avec ce mécanisme-là. On va accéder à notre application. Donc là, on est sur... je vais afficher en même temps. Est-ce que je peux faire ça? Cet onglet-là, très bien. Donc là, vous voyez à gauche notre application. En fait, vous voyez que l'application, en réalité, elle n'est pas déployée. Vous voyez ici un container Postgres qui est là. Donc, je vais juste rafraîchir. Il se trouve que mon application, en fait, utilise du scale to zero avec du Knative pour vous montrer que Service Binding peut également fonctionner avec autre chose que des bons vieux fichiers de déploiement. Là, mon application, donc j'ai lancé une requête, donc forcément, un nouveau pod s'est lancé. Et de manière dynamique, la connexion à la base de données a été faite. Alors, on n'est pas sur le bon pod, on est sur l'emoji ici. Donc là, comme vous pouvez peut-être le voir, on a eu une connexion à notre base de données Postgres, comme on peut voir ici, qui s'est connectée en mode container. Et chaque fois que je clique ici, il y a une requête qui va faire un select et un update dans notre base de données. On prend la même application. Cette fois-ci, on est déployé sur un cluster EKS. Donc on était dans un premier temps sur un cluster Azure qui fait tourner un cluster AKS. On est maintenant sur un cluster EKS avec un bon vieux cluster sur Amazon qui fait tourner notre application. Donc, ce qu'il faut regarder, vous voyez ici l'onglet, l'URL de mon application. C'est la même application que j'ai déployée exactement de la même manière. Vous allez regarder l'onglet en haut à droite qui affiche la liste des pods. On rafraîchit. Pareil, Knative. Donc, vous voyez le lancement. Et là, on voit notre application qui se lance. Application qui s'est lancée. Et vous voyez qu'on est connecté. La différence là avec l'environnement Azure, c'est que là, sur mon déploiement AWS, je n'ai pas de base de données en mode conteneur. Vous allez me dire, elle est où la base de données? On voit le pod, on voit qu'on est connecté, mais où se trouve la base de données? En réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que votre opérateur de plateforme et votre opérateur service, lorsque vous déployez sur AWS, il a fait un choix au niveau de la plateforme. Et ce choix-là, c'est d'utiliser une base de données native Amazon RDS. Donc, c'est un Postgres qui est managé sans changer le fichier de déploiement de notre application et sans changer les pipelines et tout ce que vous pourriez imaginer. Il y a des règles qui ont été fixées à l'avance
Et quand une application a besoin d'une base de données Postgres, il y a des règles qui ont été mises en place en amont par les opérateurs pour me connecter à ma base de données. Voilà. Le même exemple pour la partie Google, je pense que vous aurez compris. Si ici, je réaffiche, là cette fois-ci en bas à droite, vous allez pouvoir voir un nouveau pod qui se connecte. Et là, même histoire, lorsqu'on est sur un environnement Azure et qu'on vient chercher, eh bien, ce n'est pas une base de données Amazon RDS, ce n'est pas un container, eh bien, c'est une base de données managée par Google. Donc voilà. Donc, vous voyez qu'avec ce mécanisme-là qui est en place, vous allez pouvoir fournir un niveau d'abstraction par rapport à la plateforme. On a parlé de déploiement. Je pense que c'est le bon moment pour Fabien de nous parler de supply chain et de chaîne CI/CD réutilisable. Ouais, merci Alex. Alors, tac. Tu me dis quand c'est bon, Alex? Yes. Donc, bon, c'est bon? C'est bon, go. Bah, donc, on est dans une conférence DevOps. Alors, on s'est dit que ce serait quand même dommage de ne pas parler de CI/CD. Donc, on va partir de là. Si on regarde notre path to production, on a notre application. Ce qu'on veut, c'est la mettre à disposition de nos utilisateurs finaux en prod. Pour ça, on a généralement un ensemble d'étapes successives qui vont s'enchaîner. Là, le but, c'est pas du tout qu'on rentre là-dedans. Plein de supply chain, plein de manières d'emmener notre code en production. Et la manière de le faire aujourd'hui, c'est d'utiliser un orchestrateur type Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions. Donc là, pour cet exemple-là, j'ai pris un extrait de la documentation de Jenkins parce que je trouve qu'il illustre bien le concept. On a un ensemble d'étapes décrites les unes à la suite des autres et un élément central, donc ici Jenkins, qui va gérer de manière synchrone et séquentielle l'exécution, la supervision de ces différentes étapes. Ce que j'aime dans ce diagramme, c'est ce qu'on trouve en haut là, le catch finally, qui me rappelle beaucoup de pipelines avec lesquels j'ai travaillé. En gros, si une étape échoue, par exemple la end-to-end test à la fin, là, en fait, c'est toute ma pipeline qui échoue. Donc, il y a plein de stratégies qui nous permettent de contourner ça. C'est des if then dans nos scripts, c'est des pipelines pour remettre d'équerre toutes les étapes qu'on a faites avant, tout ce qui n'était pas idempotent pour le remettre à jour, ou bien c'est carrément des pipelines dédiés pour jouer un sous-ensemble d'étapes. J'en ai trouvé un autre que j'aime aussi pas mal parce que, en gros, avec cet élément central là, omniscient, omnipotent, toutes les spécificités, nos outils, nos environnements sont décrits dans notre pipeline. Donc là, on voit par exemple qu'on a des trucs spécifiques pour déployer dans Amazon, dans Google. On voit qu'on déploie spécifiquement dans un conteneur EC2, etc. Donc là, je pense qu'on est d'accord pour dire que ce pipeline, il doit commencer à être un peu velu et qu'on va sans doute commencer à être un peu frileux à l'idée de le faire évoluer. J'imagine qu'on a tous connu cette situation où plus personne n'ose toucher aux versions de plugins de Jenkins parce que ça fonctionne et qu'on n'a surtout pas envie de tout casser. Donc là, généralement, il y a deux stratégies possibles. Soit on a ce pipeline en commun sur lequel se branchent les différents projets avec une fonction, on lui passe des paramètres. Et dans ce cas, à chaque évolution du pipeline, des outils, des environnements, on le fera évoluer. Il faudra faire attention à ne pas casser, gérer la rétrocompatibilité, etc. Ou soit, ce que j'ai vu aussi régulièrement, c'est que ça devient trop dangereux, trop long de le faire évoluer. Et donc, dans ce cas-là, chaque équipe de dev commence à faire son propre pipeline Jenkins, duplication de pipeline sur chaque projet. Si on part sur cette duplication, ça ramène un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les Dockerfiles. Je trouve que ça va encore amener des questions autour de la gouvernance. Si tous les devs ont à leur main la capacité de faire évoluer leur pipeline, en réalité, elle est où la gouvernance, quoi? Si jamais moi je dis que j'ai besoin de sécurité, etc., et que finalement tout le monde peut faire ce qu'il veut, je pense qu'encore une fois, il y a des questions à se poser avec ce shift left et cette manière de voir les choses. La dernière chose dont on voulait parler, c'est que dans cet écosystème des conteneurs, on a quelque chose de nouveau. OK, on a nos pipelines, Jenkins, là, si on les duplique, il va falloir les maintenir. Mais c'est aussi qu'avec Kubernetes, aujourd'hui, on a des tonnes de YAML pour déployer nos applications. Ces fichiers, ce qu'on voit généralement en ce moment, c'est qu'ils sont dupliqués dans nos différents projets. Pas toujours très bien compris par les équipes de dev, mais on les prend, on les amène sur notre projet et on est content comme ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle forme de dette technique qui est à gérer. Et cette nouvelle dette technique, c'est les fichiers YAML. Donc la solution qu'on voudrait explorer, c'est la notion de supply chain via l'outil cartographeur. Donc encore une fois, c'est un projet open source et qui change un peu la manière de voir les choses. Donc pour régler les
problème que je vous ai présenté juste avant, là, ce qu'on veut, c'est on va changer un peu de paradigme et on va chercher à plus avoir un élément central qui connaît tout sur tout, mais on va faire en sorte que ce soit la plateforme qui comprenne et interprète ce que veulent faire les développeurs et ce qu'on veut faire du code. Donc c'est un peu une espèce d'inversion de contrôle pour ceux qui ont fait du dev, comme on l'a illustré avec les build packs, et on va regarder le code et on va comprendre ce qu'il faut pour le construire. Donc là, notre but, c'est ça, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus agile, de plus modulaire et avec un découplage qui est beaucoup plus important. Donc pour le rendre modulaire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur un principe qui va dire que chaque étape est autonome. Donc ce qu'on veut, c'est que l'étape de run test ici, elle fasse tourner les tests, qu'elle le fasse bien, mais on ne veut pas qu'elle ait connaissance des étapes qui sont en amont ou en aval. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va définir un contrat, elle va dire ce dont elle a besoin en entrée, ce qu'elle va produire en sortie. Ensuite, on va pouvoir assembler ces différentes étapes autonomes pour former notre path to production. Donc ça, on peut facilement faire le parallèle avec une chaîne. Si on dit que chaque fonction est un maillon et qu'on les met bout à bout, ils vont constituer ma chaîne d'intégration. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'avec cette philosophie, on va pouvoir facilement ajouter, supprimer des maillons de manière totalement transparente sans casser ma chaîne. Et la modularité va nous permettre de faire des chaînes qui sont sur mesure en fonction de nos besoins. Si vous travaillez dans l'écosystème CI/CD, conteneurs et tout, vous savez à quel point l'écosystème est changeant. Les outils d'hier ne sont pas ceux de demain. Donc, tout est changeant. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, la philosophie qu'on a, c'est de réfléchir en termes de fonctions, pas de produits. C'est-à-dire que qu'on pousse notre image dans une registry Docker ou dans une registry chez Azure ou chez Amazon, en fait, on s'en moque pour nous. C'est un détail d'implémentation. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, l'image, elle soit présente dans cette registry et qu'on puisse la déployer. Donc, grâce à cette vision sous forme de contrat, on va pouvoir modifier une implémentation sans impacter la chaîne globale. La dernière chose qu'on voudrait, c'est de se dire qu'on voudrait construire nos applications de manière industrielle, qu'on arrête la prolifération des pipelines, qu'on se dise qu'on ait une manière de construire une application Java qui expose des API, une autre manière de construire des batchs. Mais par contre, qu'on ait des standards pour la construction et le déploiement de ces applications. Si jamais on fait le parallèle avec une chaîne de production de voitures, on est content qu'en sortie, toutes les voitures possèdent 4 roues, un moteur, qu'on ait fait les tests et que ma voiture fonctionne. Donc, on peut évidemment choisir la couleur, la motorisation, est-ce que je veux une boîte automatique, etc. Mais par contre, la chaîne de production reste la même et la qualité aussi. Et en sortie, on a bien une voiture qui est fonctionnelle et qu'on peut vendre. Donc, l'intérêt de ces standards, ce qu'on veut aussi, c'est que de par cette standardisation, si jamais on fait évoluer notre pipeline, on va en faire bénéficier toutes nos applications pour être encore une fois en capacité de gérer ça à l'échelle et de le maintenir dans le temps. Tout ça, je vous l'ai présenté sur le build. On a exactement la même philosophie sur la phase de deploy. On va s'appuyer sur une approche GitOps. En sortie, ici, on va mettre à dispo nos fichiers dans un repository Git. Notre cluster en écoute va se mettre en écoute sur ce repository Git, va appliquer les fichiers sur notre cluster. Donc, il y a eu beaucoup de présentations à France DevOps sur cette philosophie GitOps, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà le principe de ce qu'on voudrait comme vision. C'est fini pour la théorie et je vous propose un peu de pratique. Tac. Donc, déjà, le point d'entrée, vous savez que, je n'ai peut-être pas été clair, mais ce qu'on veut encore, c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Donc, toujours pareil, faciliter l'onboarding des devs et leur expérience, mais garder quand même un petit peu de gouvernance et de processus. Donc là, ce qu'on veut, là, ça, c'est l'objet avec lequel vont travailler les développeurs pour s'intégrer dans la plateforme. C'est une CRD de cartographeur. Et dans cette CRD, ils vont nous donner les éléments qui sont vitaux que la plateforme ne peut pas deviner pour construire l'application. Donc là, on va nous dire qu'on veut construire une application de type web qui possède des tests. OK, c'est mon type, voilà ce que je veux construire. On va ensuite nous donner le code source ou aller chercher mon code source. Le repo est public, vous pouvez aller voir, c'est la même que tout à l'heure, c'est une application Spring Boot. Je vais pouvoir passer quelques variables d'environnement, là en l'occurrence un profil Spring, et puis ça, vous devez le reconnaître, je vais dire que je veux utiliser une version 17 de Java. Comme tout à l'heure, pour gagner du temps, je l'ai appliqué. Déjà, je vous le remontre. Tac, tac, tac. J'applique mon workload.
il me dit qu'il n'a pas changé, et derrière. Donc là, c'est la fin. En tant que dev, voilà ce que j'ai à produire pour m'insérer dans ma plateforme. Derrière, ma plateforme, comme va interpréter, va comprendre ce qu'il faut faire, et va s'intégrer dans une supply chain. Donc là, on a les éléments qui disent où aller chercher mon code source, la supply chain dont je vous ai parlé, et la chaîne de delivery. Donc là, cette supply chain, vous voyez qu'elle est constituée de différentes étapes. Le but, c'est surtout pas qu'on rentre dans les différentes étapes, mais de voir qu'on en a une succession. Et si on regarde, la première que je vous propose de regarder, c'est le repository Git, là. Hop. Donc on va regarder ce que propose ce repository Git, cette première étape autonome. Ce qu'on voit, c'est donc en entrée, elle a où aller chercher notre code source. Et ce qu'elle produit en sortie, c'est voilà où j'ai récupéré le code source et je te le mets à disposition ici. Derrière, ces éléments, donc cet élément, cette information va pouvoir être passée à mes étapes suivantes. Et si on regarde l'étape qu'on a vu tout à l'heure de construction de mon image, la fameuse Cloud Native Build Pack, ce qu'on va voir, c'est que cette image, en entrée, elle a pris le code source que lui avait passé le repository Git. Et elle, en sortie, ce qu'elle nous dit, c'est voilà où j'ai construit l'image. Et donc, vous comprenez le principe, c'est donc grâce à ces contrats, on va pouvoir faire passer des informations d'étape en étape et faire évoluer notre chaîne, rajouter des étapes, etc. Donc, on peut imaginer avec une stratégie type orchestrateur telle qu'on le faisait auparavant, il y aurait quand même beaucoup de plomberie ou beaucoup de liens à mettre en place pour réussir à arriver à quelque chose comme ça. Je vais repasser la main à Alex pour la fin. All good. On arrive gentiment à la fin. Et on se rend compte qu'en fait, on a ajouté tout plein d'outils, tout plein de services à notre plateforme, et finalement, on se retrouve avec plein d'IHM, plein de portails, d'éléments à chercher à droite à gauche. Pour un développeur, c'est pas forcément simple. Et l'idée derrière Backstage, un framework open source créé par Spotify et qui a été récemment donné à la fondation CNCF, c'est de proposer une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir intégrer toutes ces IHM. Donc, imaginez le Jenkins, votre GitLab, votre Grafana qui met en place qui vous fournit les dashboards pour monitorer vos applications, votre wiki qui est sur un Confluence, votre Jira, votre Mantis, bref, tous ces éléments d'IHM, vous allez pouvoir les représenter dans un seul et même écran. Backstage, c'est un portail pour les gouverner tous. C'est une manière de rajouter tous les composants, tous les éléments IHM de votre infrastructure. Et c'est un produit qui est construit de manière modulaire, qui propose une intégration avec différents services. Vous avez aujourd'hui un peu plus de 200 services que vous pouvez intégrer avec le framework Backstage pour pouvoir vous connecter, comme je le disais à l'instant, avec ces différents services. Backstage, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez tendance. Vous avez à KubeCon, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, une conférence dédiée un jour avant KubeCon, ça s'appelle BackstageCon, avec des dizaines de sessions, de talks dédiées à Backstage, puisque ça permet de proposer une expérience pour les développeurs unifiée pour leur permettre de déployer une application en utilisant un seul et même outil. On va vous montrer à quoi ça peut ressembler. Voilà une IHM Backstage. Une IHM Backstage qui se trouve en fait être intégrée à un outil qui s'appelle VMware Tanzu Application Platform. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, les build packs, l'utilisation de services binding, une supply chain pour pouvoir déployer des applications sans que le développeur ait besoin de se soucier de la pipeline, tout ça est représenté sous forme d'éléments graphiques. Vous allez pouvoir retrouver dans votre Backstage. Donc, si vous regardez les fameuses supply chain, l'application emoji qu'on a vu tout à l'heure et les différentes étapes par lesquelles on passe, ça, ce sont des étapes que, en tant qu'opérateur de plateforme, j'ai défini le chemin qui doit nous amener en production, avec un passage de relais ici en mode GitOps. Tout est piloté. Si moi, j'ai besoin, en tant qu'opérateur, de changer la manière dont on construit le logiciel, la manière dont on déploie, je peux le faire au niveau de la supply chain. Je le fais une fois et toutes les applications, que j'ai 1, 10 ou 100 applications, elles vont toutes bénéficier et récupérer cette définition de supply chain.
Donc, dans Backstage, vous allez comme ça pouvoir intégrer la documentation. Vous allez pouvoir récupérer les API qui sont par exemple disponibles. L'application Emoji tout à l'heure mettait à disposition un ensemble d'API REST que vous allez pouvoir consommer directement depuis IHM. Vous avez un point de vue sur la sécurité de vos systèmes d'information. Dans le cadre de ma supply chain, je mets en œuvre des éléments type Gripe, on l'a vu, pour scanner des images CVE. Là, on voit ici une application Log4Shell. Vous imaginez que celle-ci, je n'ai pas envie de la déployer. Et donc, ma supply chain va me dire, attention, tu ne peux pas déployer ça parce que chez nous, on a décidé qu'on ne voulait pas de failles critiques de sécurité. Tiens donc, quelle surprise. Et puis enfin, là, après, derrière, vous allez pouvoir intégrer comme ça. Ici, vous avez des accélérateurs qui sont des projets, des programmes, des templates de projets. Vous avez besoin de démarrer une application Node Express. En quelques clics, vous allez pouvoir cliquer et générer, avoir des templates de projets qui sont tout à fait personnalisables. Donc ça, c'est un peu l'idée de Backstage, de pouvoir intégrer différents outils comme ça dans une seule et même IHM. Pour finir, pour être complet, mon application Emoji, vous vous rappelez, elle a été déployée sur différents clouds Kubernetes. Vous voyez ici les différents environnements. Alors, si on s'intéresse au service natif, on va voir ici les différentes URL, les fameuses URL que j'ai utilisées tout à l'heure. Alors, avec les déclinaisons Postgres ou Redis, sont directement accessibles. Je vois ici, dans un seul écran, toutes les informations. Je peux voir les déploiements qui sont stockés, déployés dans autant de clusters différents. Vous avez ici une approche résolument multi-cloud pour vous permettre d'afficher les informations. Donc là, on voit ici le fichier de déploiement avec les pods associés à notre application. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans Tanzu Application Platform. C'est quoi finalement? C'est de l'open source. C'est autant de technologies que vous allez pouvoir mettre en œuvre. On a vu les build packs, on a vu la mise en œuvre des service binding, cartographeurs, etc. et bien d'autres frameworks que vous allez retrouver dans une plateforme qui utilise ces composants open source, que vous allez pouvoir déployer sur différents clusters Kubernetes. Vous avez vu, là, on a fait du cloud provider sur Azure, sur AWS, sur Google Cloud. Aucun problème. Ça vous permet d'avoir une approche résolument multi-cloud. Vous avez vu l'application tout à l'heure. La même application, je peux la déployer sur différents clouds avec différentes options de déploiement. Je peux me connecter à différentes bases de données, par exemple, sans avoir à reprendre le code de mon application. Et c'est des fonctionnalités qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la manière de déployer vos applications et surtout qu'il faut proposer, c'est ça qui est important, à vos développeurs une expérience qui soit la plus fluide possible. Vous avez besoin de créer une application. Vous n'avez pas besoin de vous tartiner des kilomètres de fichiers YAML, des Dockerfiles, cuisiner aux petits oignons avec la gestion des certificats, la gestion des secrets à bien gérer. Et au fait, mon processus, est-ce que je le lance en route ou avec un utilisateur personnalisé, etc. Non, tout ça, on oublie. Les mécanismes de supply chain, les build packs, tous les outils qu'on a pu voir au cours de cette session, ils sont là aujourd'hui pour vous proposer aux développeurs de se concentrer sur l'essentiel. Au final, donne-moi ton code source et je me chargerai de déployer l'application sur les différents clouds, les différents clusters qui font sens chez moi, dans mon organisation. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, on vous met quelques liens ici. Ici, une vidéo YouTube qui fait à peu près ce qu'on a vu aujourd'hui, un bout en bout de déploiement d'une application Spring en mettant en œuvre Tanzu Application Platform. Je vous invite à regarder, c'est hyper intéressant pour se donner une opinion, une idée de ce que ça peut apporter comme bénéfice. Si vous voulez toucher du doigt des technologies qu'on a pu voir ensemble au cours de cette session, je vous invite à aller sur learn.tanzu.io. Vous avez des ressources, c'est complètement gratuit, ça tourne dans votre navigateur et vous avez des workshops qui vont vous permettre de manipuler les build packs, comprendre comment est-ce qu'on fait pour créer des containers, utiliser Spring Boot sur Kubernetes, etc. C'est des ressources qui sont assez intéressantes. Si vous voulez toucher du doigt Tanzu Application Platform, pas besoin d'installer quoi que ce soit, vous allez sur tanzu.academy. Une fois de plus, c'est gratuit. C'est des sessions qui vont vous permettre d'apprendre et de découvrir le produit. Depuis votre navigateur, vous allez avoir un espace, un lab, dans lequel vous allez pouvoir travailler et déployer votre application en étant guidé en pas à pas, sous forme d'un tutoriel. Vous lisez du texte pour vous apprendre à utiliser le produit. Vous faites Next. Vous voyez le déploiement en live de l'application et on vous guide, on vous explique
comment l'utiliser. C'est assez pratique si on veut se faire une opinion sans avoir à dépenser 1 euro ou à disposer d'une plateforme pour pouvoir déployer le produit. Et puis enfin, si vous avez de la disponibilité, rien de mieux que de se rencontrer. Je vous invite à prendre contact avec nous le 13 juin. Si vous êtes aux alentours de Paris, on organise un Experience Day. C'est une demi-journée, voire une journée, au cours de laquelle vous venez avec votre laptop et on va vous guider pas à pas, main dans la main, pour mettre en œuvre ces technologies-là. L'idée, c'est que vous puissiez repartir avec quelque chose pour vous faire votre propre opinion sur l'intérêt d'une solution comme celle-ci. Voilà. Je vous remercie pour votre disponibilité. Merci France DevOps de nous avoir accueillis. C'était cool. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, avec plaisir pour répondre à vos questions. Merci à tous. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Fabien. Pour le moment, pas de questions dans le chat dédié à ça. On a des remerciements qui tombent dans le chat. On se laisse quelques secondes. Si certains ont des questions à poser, c'est le moment. Ou pas, c'est-à-dire que c'est très très clair. J'imagine que si vous en avez derrière, n'hésitez pas à essayer de contacter Alexandre ou Fabien par n'importe quel canal. Qu'est-ce qu'on vend? Une question de Gaël, une question intéressante ça. Tu sais quoi? Moi, je te vends de l'open source. Chez Tanzu, en réalité, ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est beaucoup de produits open source. Tanzu Application Platform, finalement, c'est quoi? C'est une proposition d'intégration de ces différentes briques. Donc, tu vas retrouver le même Knative, tu vas retrouver le même build pack, service binding, cartographeur, Tekton, etc., etc. Sauf que là, tu vas avoir une proposition de valeur. En gros, tu vas pouvoir installer ça sur le cluster de ton choix et ça va déjà être pré-intégré. Et tu vas voir comme ça une manière d'aller beaucoup plus vite à un résultat qui doit te permettre de proposer une plateforme pour pouvoir déployer plus rapidement une application d'un point de vue développeur. Voilà. Derrière, bien sûr, ces choses-là ont un prix, hein, se monnaient. Nous, derrière, le business model de Tanzu, finalement, c'est le support qu'on peut apporter, le conseil autour de ces solutions-là, parce que, in fine, c'est de l'open source. Le Knative, le build pack, le service binding, le cartographeur, tu pourrais tout à fait l'installer par toi-même et réaliser cette intégration, réaliser cette configuration des outils les uns avec les autres. Voilà. La question, c'est si tu veux aller plus vite et si tu veux être accompagné, on peut probablement t'aider. Pour répondre à la question précisément, Gaël, les deux. Il y a de la licence sur le produit et on a évidemment des professional services pour accompagner dans l'adoption et l'installation. Ouais. Merci Gaël pour la question. C'était fort de Paris là, on va rien vendre aujourd'hui, hein, mais je vous rassure. Hein. Très bien, Alexandre, Fabien, encore un grand merci pour votre participation à France DevOps. J'espère que la présentation a plu à tout le monde. En tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup et à très bientôt. Et bon après-midi. Merci pour l'invitation. Ciao. Au revoir. Salut.